Merci d'avoir commencé. Vous êtes pas. Voilà, vous êtes là. Allez, il faut battre le rappel là parce qu'on a un quart d'heure de retard. Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer la deuxième table ronde déjà avec un quart d'heure de retard. Donc, il ne faudrait pas que ça s'accentue trop, n'est-ce pas? Pardon. Voilà, je crois que seul Monsieur Le Nain nous rejoindra dans quelques instants, mais je suis très heureuse avec Jean-Pierre Raffarin d'accueillir Muriel Pénicaud. Il a déjà été pas mal question de Business France dans les remarques des uns et des autres tout à l'heure. D'accueillir Monsieur Christian Mantilly, qui est directeur général d'Atout France. Nous avons déjà un petit peu abordé les questions de tourisme. Monsieur Sourdive, qui va nous parler de la santé, de ce que nous pouvons faire. Moi, je crois que c'est un atout formidable. Hélas, j'avais bien détecté ça quand j'étais au ministère de l'Emploi et de la Solidarité, mais je voyais bien qu'on avait du mal à coordonner les différents acteurs, et pourtant, là, dans les pays étrangers, c'est extraordinaire ce que nous pourrions faire de plus. Et puis, Xavier Belin, que je remercie, qui va nous parler évidemment d'abord de ces initiatives, des initiatives que un industriel de l'agroalimentaire particulièrement performant prend à l'étranger. Et puis, comme Xavier Belin préside aussi la FNSEA, je pense qu'il pourra nous donner une vision plus vaste de ce que souhaitent les représentants de la filière agroalimentaire. Peut-être juste, avant d'introduire cette table ronde, une ou deux remarques sur les nouveaux fronts. Tout à l'heure, dans la première table ronde, on a beaucoup entendu parler, et à juste titre, je crois, de formation des différents acteurs, de ciblage de nos priorités, notamment par Joachim Bitterlich, qui nous a parlé du problème du modèle allemand, de la coordination des acteurs et de la nécessité de mieux rechercher les complémentarités entre eux. Donc, voilà moi ce que j'ai retenu. Il y avait beaucoup d'autres choses, c'était particulièrement intéressant. J'aurais peut-être, puisque cette table ronde, ces deux tables rondes qui vont venir, sont orientées vers les nouveaux fronts, j'aurais personnellement trois suggestions à faire. D'abord, la première, c'est qu'on essaie de regarder, nous les Français, comment fonctionnent les fondations allemandes. Car les fondations allemandes, il y a toute une partie classique, think tank, colloque, échange d'idées, très en amont de ce que font les entreprises. Mais enfin, derrière, il y a des activités de conseil qui sont extrêmement précis. Est-ce que je crois que nous aurions intérêt à regarder ça de plus près et à faire en sorte que, justement, nos instruments de diplomatie économique s'interrogent aussi sur la possibilité d'utiliser certains de ces instruments des fondations allemandes. Ma deuxième suggestion sera pour dire que nous devrions nous intéresser davantage à ce que nous, au partenariat, en effet, c'est une... Joachim Bitterlich a esquissé ça, entre nos industries de défense. Je participe à un groupe de travail à haut niveau à Bruxelles, piloté par Madame Mogherini, et on voit très bien que si nous continuons à agir en ordre dispersé, bientôt nous n'aurons plus d'industrie de défense. C'est un gros problème. Je suggère que peut-être, cher Président, nous consacrions, dans la perspective d'ailleurs, un Conseil européen qui, j'espère, enfin, sera consacré à la défense. Il y en a eu un premier un peu plus d'un an. Nous puissions nous pencher là-dessus. Et enfin, j'ai une troisième suggestion. À la Commission des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale, nous avons commencé à travailler sur la cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information. Et en entendant le secrétaire général de la Défense nationale
et le directeur chargé de la sécurité des systèmes d'information au sein du secrétariat général de la Défense nationale, nous avons découvert qu'il y avait là, pour nos entreprises, un enjeu absolument crucial. C'est-à-dire que, et dont nous aurions intérêt, notamment lorsqu'on va à l'exportation, notamment quand on travaille à l'étranger, à sécuriser l'ensemble des systèmes d'information, notamment de nos petites et moyennes entreprises. C'est à peu près fait dans les grands groupes, mais dans les petites et moyennes entreprises, très très peu. Et il y a tout un effort d'information à faire, de formation aussi, notamment à l'égard des dirigeants d'entreprise. C'est évidemment très difficile de se passer de ça et de ça, sauf que quand on connecte ça et ça au système informatique des entreprises et qu'on utilise une messagerie Google, et ben voilà, on donne la clé à des concurrents. Alors, bon, c'était des remarques comme ça introductives parce que je trouve que justement c'est dans ce type de rencontre que nous pouvons peut-être échanger là-dessus et ouvrir d'autres perspectives. Alors en tout cas, sur cette première table ronde, elle va être consacrée aux nouvelles filières prioritaires et à ce qu'on appelle les familles de l'export, qui est une politique innovante qu'avait lancée Nicole Bricq et que poursuit Matthias Fekl. Alors, cette politique, elle est destinée à répondre à un constat qu'on entend souvent, celui du manque de structuration de l'offre commerciale française à l'international. On a un peu dit déjà tout à l'heure qu'il était important que nos grandes entreprises jouent un rôle d'entraînement. Ceci a été un peu contesté par Joachim Bitterli, joueur de portage vis-à-vis des PME. Est-ce que, au fond, que faut-il faire? Est-ce que nous avons intérêt à continuer à insister là-dessus ou pas? Est-ce que j'espère que nos intervenants nous donneront leur point de vue sur ce sujet. Alors nous avons 6 familles prioritaires qui sont aujourd'hui constituées dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la ville durable, des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, du tourisme, enfin des industries culturelles et créatives. Des fédérateurs ont été désignés, dont David Sourdive pour la famille de la santé, qui est par ailleurs un des fondateurs de Selectis, une start-up qui a été créée pour développer commercialement des technologies d'ingénierie génétique dans la lignée de recherche de l'Institut Pasteur. Mais nous avons aussi 2 autres familles de l'export qui sont aujourd'hui représentées, celle du tourisme avec Christian Mantéi, directeur général de l'Atout France, celle de l'agroalimentaire avec Xavier Belin, que j'ai présenté tout à l'heure. 2 de nos invités sont donc chefs d'entreprise, syndicalistes également pour Xavier Belin. Donc je pense qu'ils pourront nous donner un point de vue un peu différent des opérateurs publics. Alors, ces secteurs, ils sont identifiés depuis longtemps comme des points forts de l'économie française et même de l'image de la France. Leurs résultats, néanmoins, sont parfois fluctuants. L'an dernier, notre excédent agricole s'est réduit de 1,6 milliard d'euros par rapport à 2013 et notre excédent pharmaceutique de 2,7 milliards d'euros. Alors je sais évidemment que ce sont des facteurs conjoncturels qui principalement expliquent ces évolutions, comme le niveau de la récolte mondiale de blé qui a été bon en 2014 et qui a entraîné une baisse des cours. Mais au-delà, je compte évidemment sur David Sourdive et sur Xavier Belin pour nous expliquer ces résultats, nous indiquer comment les grands secteurs qu'ils représentent pourraient être plus compétitifs à l'international et quelles sont les conditions d'une politique de restructuration de l'offre et quels sont les partenariats que vous recherchez à l'étranger. Ensuite, il y a un autre grand champ de questionnement qui est l'organisation administrative. Est-ce qu'elle est optimale ? Jusqu'où faudrait-il, par exemple, rapprocher, voire fusionner Atout France et la Sopexa avec Business France? Il y a déjà eu des fusions, comme vous le savez. Dans le domaine du tourisme, quelles sont les avancées concrètes permises par le rattachement du tourisme aux affaires étrangères? Voilà quelques-unes des interrogations auxquelles nos 3 premiers interlocuteurs vont, j'imagine, et j'espère en tout cas, tâcher de répondre. Donc, je passe d'abord la parole à Christian Mantéi, directeur général d'Atout France.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, a mis en place le Conseil de promotion du tourisme, la réunion de 25 experts, au sens d'ailleurs large, qui ne sont pas forcément directement des acteurs du tourisme. Et ce Conseil de promotion du tourisme a auditionné 350 acteurs de la communauté du tourisme, des acteurs publics, institutionnels et des entreprises. Ce qui est frappant, après ces auditions, c'est que 80% des demandes, des suggestions, des mesures proposées ont concerné l'offre, la structuration de l'offre, j'allais dire les limites du produit France. Et ça se comprend. Aujourd'hui, la France, la destination France crée du désir. Il y a un vrai désir de destination France, de découverte de la France et de ses régions, j'y reviendrai. Mais nous avons quelques lacunes du côté de l'offre, des services. Je pense à l'accueil, à l'hospitalité, on a une marge de progression, à l'investissement. À l'hôtellerie, est-ce que vous savez par exemple que la France est la seule grande destination touristique qui réduit le nombre de chambres d'hôtel par rapport aux autres grandes destinations? Je pense à l'Espagne qui les développe. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on atteigne un objectif rapidement, le plus rapidement possible, de 100 millions de touristes accueillis, mais il faut se donner les moyens de développer l'offre. Alors, est-ce que ça a du sens, effectivement, de développer cette expertise qui marche sur ses deux jambes, à la fois sur l'offre et sur la promotion? Oui, bien sûr, puisque pour développer l'offre, il faut être à l'écoute des marchés, il faut travailler sur les marchés en permanence. Et pour être efficace sur les marchés internationaux en promotion, il faut évidemment améliorer sans cesse nos services. Le client aujourd'hui, le consommateur, le touriste, il fait un usage immodéré du numérique sous toutes ses formes et il se retrouve à la fois, certes, touriste, mais aussi coproducteur du produit touristique parce qu'il donne son avis sur le prix, sur le produit qu'il voudrait avoir, et il est média. Parce qu'aujourd'hui, le touriste nous concurrence nous-mêmes, puisqu'il exprime sa satisfaction ou pas à travers les réseaux sociaux et la diffusion mondiale qui est faite. Donc il faut porter une attention très très forte sur l'offre, la qualité, les investissements, la structuration des équipements. Et c'est ce qui ressort des mesures qui sont proposées par Laurent Fabius, qui englobe dans promotion du tourisme, l'ensemble du développement touristique, parce que souvent il y a une petite subtilité qui n'est pas toujours comprise. Promotion du tourisme, ce n'est pas promotion touristique seulement. Il y a la promotion touristique, j'y viendrai, mais la promotion du secteur dans son ensemble, c'est-à-dire comment on crée de la croissance en jouant sur tous les aspects du développement touristique. La particularité aussi du tourisme, qui est vraiment spécifique en termes d'économie, c'est qu'on a d'un côté une vraie industrie du côté de la distribution, c'est-à-dire que les canaux de distribution fonctionnent comme de l'industrie, ils sont demandeurs de volume, de stock qualifiés aux standards internationaux, de chambres en particulier. Et de l'autre côté, on a de l'artisanat d'art et du micro-territoire. Pour satisfaire un visiteur, pour que son expérience soit à la hauteur de ses rêves, il faut que tous les détails d'un micro-territoire aient été pensés. À cet égard, les maires, les présidents d'intercommunalités, d'agglomérations sont les premiers acteurs du tourisme. Ils sont devenus des professionnels du tourisme, au même titre que les entreprises. Et ils doivent associer d'ailleurs le secteur privé le plus en amont possible dans tous les projets de développement. L'économie de demain, moi j'en suis persuadé, s'agissant en tout cas d'un pays comme la France, va avoir besoin de l'activité touristique. Pourquoi? Parce que l'enjeu pour les micro-territoires ou pour les territoires plus larges, les régions en particulier, c'est l'attractivité résidentielle. Créer les conditions pour que les classes créatives, c'est-à-dire les entreprises, les chercheurs, les étudiants, les jeunes, les artistes, etc., restent dans les territoires et même en accueillir d'autres classes créatives qui viennent d'ailleurs. Or, si on veut maintenir des modèles économiques des entreprises, mais aussi des services publics, capables de dégager des moyens pour réinvestir, on ne peut plus se contenter de la clientèle française résidente. On est obligé de faire venir, au-delà des habitants, des touristes français et étrangers pour renforcer les modèles économiques de nos entreprises et ainsi
participer à l'attractivité résidentielle des territoires. Un territoire qui est attractif pour une entreprise, il doit être attractif pour les employés des entreprises, pour les personnels. Et il faut des conditions de vie agréables. Et ça, le tourisme aide à la création de ces conditions de vie agréables et au renforcement de ces conditions agréables. Vous ne ferez pas venir des investisseurs si, pour parler français, les people, c'est-à-dire les staffs, les personnels, etc., ne vivent pas bien. Et on a donc besoin du tourisme pour renforcer l'attractivité résidentielle des micro-territoires. Et là, on a un point aussi important, et le tourisme joue tout son rôle, c'est que dans le tourisme, on n'est pas dans le hors-sol. Je crois que Mathias Fekl l'a dit tout à l'heure, très très bien. Le tourisme repose sur des régions, des villes, et même des marques mondiales. On a identifié à travers une étude récente qu'on a en France la chance de disposer de 20-25 marques mondiales. Paris, en tant que marque, est plus forte que la marque France, dans le tourisme. Sur certains marchés touristiques très précis, très ciblés, Normandie, Château de la Loire, Bordeaux, Provence, Alsace, Bourgogne, sont plus forts. Car il y a des marchés touristiques, il n'y a pas un marché du tourisme, c'est trop simplifiant. Il y a un marché du ski, il y a un marché des congrès, il y a un marché de l'œnotourisme. Quand évidemment on veut faire des performances sur un marché asiatique, un marché géographique asiatique, la Chine par exemple, sur le marché de l'œnotourisme, on arrive avec Bordeaux. On ne va pas financer. On a une marque mondiale très très connue, particulièrement appréciée en Chine. Donc il faut pouvoir orchestrer, réunir tous ces éléments, jouer sur la capacité de créer des volumes pour séduire les réseaux de distribution à l'international, jouer aussi sur la capacité d'animer, de coordonner les micro-territoires, les aider avec beaucoup d'expertise pour que le produit soit au rendez-vous. C'est-à-dire que l'offre et les services soient à la hauteur des attentes. Alors, je dois vous donner une bonne nouvelle quand même, il y en a quelques-unes. Le World Economic Forum, qui passe pour être des gens sérieux, a fait progresser la France de la 7e à la 2e place en 2 ans en matière de compétitivité touristique. Et le World Economic Forum pointe les politiques publiques, essentiellement, à 80%. Il considère que le tourisme est convenablement porté aujourd'hui au niveau espéré par les investisseurs du monde entier quand il s'agit de la première destination mondiale. C'est vrai que c'est flatteur pour le secteur que le numéro 2 du gouvernement en charge des affaires étrangères et du développement international fasse du tourisme un des éléments de priorité. Mais je pourrais en dire un mot. Mais il y a aussi les efforts qui ont été accomplis par les villes. Le marché touristique qui se développe le plus, c'est le marché dans les villes, du tourisme dans les villes, parce que c'est un marché culturel. De nombreux touristes souhaitent vivre une expérience très très forte culturelle au sens large. Une exposition, un concert, un bon restaurant, un bon hôtel, etc. Nos villes se sont considérablement améliorées. On fait des efforts considérables. Je pense à Lille, je pense à Nantes, je pense à Bordeaux, je pense à Marseille, Strasbourg, Lyon, etc. Et c'est là, dans les villes, qu'on a les plus fortes progressions. Et on voit bien que ce sont des efforts de valorisation qui ont été faits dans les villes, d'urbanisation, de rénovation, d'animation, de création d'événements. On trouve aussi dans les bons points de la France l'amélioration des services publics ou les efforts qui sont en cours d'amélioration des services publics dans cette prise en compte du tourisme. Alors la question que vous posez, Madame la Présidente, c'est est-ce que c'est bien qu'on soit au ministère des Affaires étrangères et du Développement international? Oui. Et dans toutes les composantes du développement touristique, oui. Parce que la valeur ajoutée, elle part de l'international, de la connaissance des marchés, de l'apport en clientèle internationale. Et c'est avec des flux supplémentaires, avec une énergie supplémentaire, avec une dynamique supplémentaire porteuse de valeur, qu'on crée de la dynamique pour les micro-territoires. Il ne faut pas, même s'il faut prendre en considération les marchés français, parce qu'il y a des marchés émetteurs français, même s'il faut s'occuper du marché domestique, il faut que l'impulsion parte de l'international et soit très très forte. La deuxième raison, c'est que
On a déjà des résultats pour la promotion internationale. L'engagement des ambassadeurs, la coordination qui est faite par les ambassadeurs nous permet d'être actifs sur 70 marchés. C'est-à-dire qu'en fait, on est juste passé de 35 marchés en potentiel d'action à 70 avec l'engagement des ambassadeurs. Donc un développement naturel du nombre d'actions de promotion. La troisième raison, c'est qu'il y a une vraie coordination. Elle est faite évidemment par le ministre, les ministres, Matthias Fekl également. Et on voit bien qu'avec Muriel, on a signé une convention très très intéressante de collaboration, de coopération, qui permet, pour la partie des investissements, des recherches des investisseurs, à Atout France d'apporter son concours en ingénierie, parce que vous rencontrez un investisseur, vous détectez un investisseur, c'est le travail de Business France. Cet investisseur a un projet. Savoir ce que vaut le projet, c'est notre boulot. Donc la partie recherche investisseur, on doit travailler ensemble. La partie exportation des entreprises, parce qu'aujourd'hui, une entreprise française du tourisme, il faut qu'elle s'implante à l'international. C'est absolument nécessaire. Elle ne peut pas rester sur un modèle économique étriqué du franco-français. Il faut qu'elle puisse s'implanter dans les pays, dans les destinations internationales. Donc, dans ce domaine-là, avec Business France, nous avons un certain nombre de projets. On a en exportation, dans le domaine du tourisme, quelques filières très porteuses, parce que nous sommes organisés, il y a à la fois de l'ingénierie et de l'industrie derrière. Les ports de plaisance, on a de l'ingénierie et on a derrière des industriels. La montagne, avec les domaines skiables, on a de l'ingénierie et derrière de l'industrie. Le bien-être, on a de la cosméto derrière. On fait des spas et on a des industries. Les parcs de loisirs, figurez-vous. Je regarde Jean-Pierre Raffarin, un petit clin d'œil sur le Futuroscope. On a une capacité d'exportation de notre savoir-faire en parc de loisirs qui est exceptionnelle. Les musées, les savoir-faire culturels, la fabrication des musées, l'ingénierie culturelle, etc., on a une capacité d'aller implanter nos entreprises à l'international. Donc, avec Business France, j'allais dire, c'est immédiatement concret, sans parler évidemment pour la partie promotion, Muriel, où nous ne sommes pas partout. Nous avons l'expérience et la connaissance pour pouvoir juger de l'opportunité d'être présent dans un salon ou dans tel pays. Et souvent, Business France pourra apporter de la logistique à nos côtés. Il faut qu'on pousse évidemment des collaborations qui ont déjà été développées avec l'Institut français, parce que le tourisme demain sera culturel ou ne sera pas. Donc c'est très très important de comprendre qu'on peut coproduire des actions, des événements culturels qui sont aussi des occasions de promouvoir la France. Mais c'est vrai aussi avec l'Alliance française, on a un certain nombre de projets, avec Campus France aussi, où nous avons un certain nombre de projets, avec la Sopexa bien entendu, puisque souvent on entre dans un territoire par le produit. C'est-à-dire que souvent c'est un vin, un produit agroalimentaire qui nous fait entrer dans le territoire au sens touristique. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, mais je pourrais être beaucoup plus disert. Merci de votre attention. Très bien. Alors, justement, puisque vous avez évoqué la possibilité de rentrer... On va faire avec, le temps qu'on trouve la solution. Xavier Belin. Voilà, agroalimentaire, on entre par des produits, je vous en prie, la parole est à vous. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Quelques mots d'abord pour situer ce secteur agricole agroalimentaire pour notre pays et quelques caractéristiques pour le décrire très rapidement. D'abord, quelques chiffres, moi j'aime bien les chiffres, 400 000 exploitations agricoles, à peu près 12 000 entreprises qui transforment ces produits agricoles pour en faire des produits alimentaires. Donc première caractéristique, un secteur plutôt atomisé, mais qui, peut-être de manière un peu paradoxale, mais aussi en valeur, une grande diversité, finalement une grande richesse de produits agroalimentaires. C'est ce qui caractérise d'ailleurs notre pays.
J'oserais dire, sans prétention d'ailleurs, que nous sommes peut-être le pays au monde où nous avons cette diversité extrême, puisqu'on va de grandes filières très concurrentielles sur le plan international à des micro-filières et des produits à très haute valeur ajoutée. Il y a toute la gamme en France et, je veux dire, faisons en sorte d'abord de capitaliser sur ce savoir et sur cette excellence française, ce qui n'est pas toujours le cas. On a parfois des propos où on cherche plutôt à opposer les filières entre elles, les territoires entre elles, les modes de production entre eux. Je crois qu'au contraire, on aurait plutôt intérêt à les valoriser toutes et tous parce qu'on en a besoin et c'est ce qui fait notre caractéristique. Deuxième élément, et je voudrais là-dessus dire vraiment quelques mots peut-être un peu approfondis, on a devant nous une demande mondiale qui est absolument colossale. Si on veut bien se reporter à 20-30 ans, réchauffement climatique, demande alimentaire, démographie quand même extrêmement dynamique dans beaucoup de pays. On voit bien que la question alimentaire va être fondamentale. J'y ajouterai d'ailleurs une partie énergétique qui peut aussi dépendre de l'agriculture et des agro-ressources, de la forêt en particulier. Bref, on a devant nous un potentiel pour lequel, je dis souvent, on ne devrait même pas se poser de questions. En tout cas, la France, avec son contexte pédoclimatique, avec son savoir-faire, avec ses centres de recherche, a sans doute une place de choix à occuper, notamment sur la scène internationale. Alors, qu'est-ce qui coince? Deux, trois choses. D'abord, c'est vrai, quand on regarde les chiffres du commerce extérieur, il y a une tendance à l'érosion depuis malheureusement quelques années. Alors, il y a des effets, vous avez raison, Madame la Présidente, conjoncturels. L'embargo russe, la question des monnaies, oui, parfois des récoltes plus ou moins abondantes dans le monde, tout ça joue énormément. Mais fondamentalement, quand même, quand on regarde aujourd'hui la balance import-export, je donne trois chiffres. On exporte à peu près 60 milliards chaque année de produits agricoles et agroalimentaires. On en importe à peu près 48. Donc le solde, c'est 12. Alors c'était plutôt autour de 9, 9,5 en 2014, mais pour des raisons conjoncturelles, c'est entre, disons, 10 et 12. Mais 10 et 12, c'est sans doute en deçà de ce que nous pourrions faire si vraiment nous exprimions tous les potentiels qui sont devant nous. Et ce qui est un peu inquiétant finalement, c'est que c'est peut-être moins sur la partie export en tant que telle que sur la partie importation que nous connaissons des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le dire un peu crûment, mais c'est pour se faire comprendre, on se fait tailler des croupières par des pays qui nous environnent, européens en particulier, alors de la vieille Europe, mais de la nouvelle Europe, je veux dire par là des pays comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme la Belgique, sont très présents sur les filières animales, mais on voit arriver des acteurs comme la Pologne, par exemple, qui devient maintenant un acteur extrêmement puissant, là aussi dans des filières animales. Donc la question de la compétitivité pour nous est fondamentale, et j'ai envie de le dire de manière simple, soyons d'abord bons chez nous, et on sera sans doute meilleur à l'export, pour le dire simplement. Troisième élément, et là-dessus on revient peut-être aux outils en tant que tels, ou en tout cas aux stratégies. Bon, d'abord, oui, chasser en meute, j'ai vu que dans le propos qui nous avait été envoyé, c'est un terme qui est repris. Je crois qu'on a intérêt là-dessus, évidemment, à se renforcer. Alors, dans notre esprit, chasser en meute, ça veut dire deux choses. C'est pas simplement prendre un groupe d'entreprises et une destination, c'est peut-être de plus en plus travailler en filière, c'est-à-dire de l'amont à l'aval. Autrement dit, et ça renvoie à une question qui a été abordée dans la première table ronde, si j'ai bien compris, c'est aussi la question de l'accompagnement de notre exportation par des investissements ou par des co-investissements, notamment sur un certain nombre de régions du monde. Je pense plus particulièrement, évidemment, pour nous, à des régions comme la Méditerranée, comme l'Afrique subsaharienne, une partie de l'Asie sans doute, des régions dans lesquelles on ne peut plus simplement être en relation commerciale. Je crois qu'il faut accompagner notre commerce extérieur aussi par de l'investissement sur place, in situ. Alors il y a la question du transfert de technologie qui est posée, mais effectivement, ça suppose qu'on ait un certain nombre de règles de gouvernance appropriées, mais néanmoins, on voit bien que quand on investit dans un pays, on a quand même aussi des capacités à pouvoir exporter depuis la France des gammes complémentaires à plus haute valeur ajoutée, avec de la technologie, avec du savoir-faire, avec de l'excellence, qui vont compléter des gammes qui sont produites sur place. Moi, je vois ça, par exemple, sur des pays comme les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie et d'autres. Mais je préside un groupe qui s'appelle, je fais un peu de promo, tant pis, le groupe Avril, qui est, enfin, vous le connaissez plus sous des marques comme Le Sieur, comme Matine, comme Puget, par exemple. En fait, nous investissons plutôt dans ces pays, d'abord en termes de production, donc avec des filières agricoles que nous structurons, que nous essayons de structurer sur place, et à partir de là, on ouvre quand même des marchés sur ces pays, sur des produits à plus haute valeur ajoutée, mais qui sont issus depuis la France.
C'est d'ailleurs ce que démontre souvent Carlos Ghosn quand il parle de son investissement sur Tanger. Il dit on n'est pas en train de détruire de l'emploi en France, on est plutôt en train de consolider des positions. Et à partir de ces positions extérieures, on peut se renforcer sur le territoire national. Finalement, on est dans une logique assez similaire. Autre élément sur lequel je voudrais insister, et ça renvoie à la fois à la double question de la taille de nos entreprises, mais également de la structuration et de l'accompagnement qui peut en être fait. Il est vrai qu'on n'est pas dans la même situation quand on est sur un groupe international qui a finalement des implantations un peu partout, qui a un back-office, qui a une logistique pour permettre de faire de l'export, au regard d'une PME qui, elle, évidemment, a peu de moyens, ou en tout cas n'est pas toujours solide en interne, qui aussi, et disons-le, alors je vais prendre deux exemples concrets, prenons les pays du Proche Moyen-Orient et prenons la Grèce en ce moment. Je ne veux pas être désagréable, mais entre nous, sur la Grèce, nous sommes le premier fournisseur de viande bovine en Grèce, depuis la France. Aujourd'hui, c'est une position qui est non seulement risquée, mais qui va devenir probablement intenable. Et là, on a besoin d'outils de réassurance publique. Alors, on nous dit, oui, il y a COFAS, il y a OSEO, ok, ce n'est pas toujours suffisant. Je crois qu'il faut que tout ça participe de stratégies qui sont plutôt portées par, au fond, par la puissance publique. Enfin, il y a un moment, je crois qu'il faut se poser la question en termes stratégiques. Est-ce que telle destination, est-ce que tel pays, est-ce que telle filière, ça vaut le coup de l'accompagner et finalement de lui apporter un minimum de réassurance? C'est une question que nous devons nous poser. Même chose quand on est sur des produits plus sophistiqués, plus élaborés dans l'agroalimentaire. On le voit, nous sommes évidemment ravis de voir émerger la diplomatie économique en France. Moi, je l'ai souvent dit, je pense que je peux dire ça devant Elisabeth Guigou, elle sait ce que je pense là-dessus. Si nous n'avons pas une certaine connexion, une vraie, j'allais dire presque une intimité, une connivence en quelque sorte, entre une stratégie, y compris à travers les diplomates au sens pur et dur du terme, mais avec ce que nous pouvons développer sur le plan économique, sur certains pays, c'est quand même très difficile. Si on ne s'appelle pas EDF, si on ne s'appelle pas Total, si on ne s'appelle pas Areva, si on ne s'appelle pas... Bon, vous savez, vous débarquez dans un pays, vous appelez l'entreprise PME agroalimentaire de telle région, vous avez les meilleurs produits du monde, oui, bon, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'on puisse connecter finalement cette dimension plus politique avec une dimension économique. Moi, je suis assez admiratif, alors... On prend souvent l'Allemagne en exemple, et c'est pas toujours heureux, mais enfin parfois ça l'est quand même. Je suis assez séduit quand même par le système allemand qui est quand même très, très intégré au fond. Et on voit que dans les ambassades, on a souvent à côté le GPZ qui est présent et qui accompagne les entreprises, qui fait à la fois évidemment le B2B sur le plan politique, mais qui va beaucoup plus loin, qui détecte aussi des marchés, qui détecte les demandes des consommateurs. Ce qui me permet de dire devant vous aussi que et ça c'est un job qui nous appartient, je pense, en tout cas dans les sphères qui s'occupent de ces questions d'exportation, il ne suffit pas de peindre un produit en bleu, blanc, rouge pour pouvoir le vendre. C'est fini ce temps-là. Bon, pour le dire autrement, la demande de nos clients, elle doit être absolument appréhendée avec beaucoup de justesse, beaucoup d'à-propos. Elle est très mobile, mouvante, et là, je pense que ça peut être un rôle, notamment de Business France, d'accompagner justement des porteurs de projets, mais aussi, par exemple, un Sopexa dans son domaine spécialisé, pour faire en sorte que cette veille, pays par pays, nous permette aussi de renvoyer des indications aux entreprises sur les goûts des consommateurs, sur les évolutions des consommations dans les pays, et à partir de là, adapter notre offre. Enfin, le temps est fini, je le redis une nouvelle fois, où... on pouvait se dire, on est français, on est les meilleurs, on est bleu, blanc, rouge, donc on se présente avec un produit, tout va bien. Non, ce temps-là est fini, la concurrence est rude, on sait ce que c'est, il faut vraiment se battre. Donc faisons en sorte de bien appréhender cette demande et peut-être pourrons-nous y répondre de manière satisfaisante. Un autre outil sur lequel nous pourrions travailler, alors c'est pas vraiment dans la sphère publique, mais peut-être que la sphère publique peut nous y aider quand même. Je demande moi souvent à nos grandes enseignes de distribution, avec lesquelles on n'a pas toujours les meilleures relations du monde, mais enfin, on peut essayer de bâtir quand même des choses avec elles. Et je pense que quand on est loin de nos frontières, on devrait être un peu plus en synergie. Je pense que certaines d'entre elles, alors je ne sais pas si je vais en citer une plus que l'autre, mais je vois certaines d'entre elles bien implantées sur certaines régions du monde, qui pourraient sans doute utilement encore mieux valoriser le Made in France dans leurs propres magasins. Il ne s'agit pas de faire de nos enseignes des
succursale du Made in France uniquement, mais avoir par exemple un accompagnement avec des promotions adaptées, avec de l'animation derrière dans ces grands magasins à l'étranger, je pense que ça pourrait nous aider aussi, en tout cas aider les PME qui sont souvent quand même un peu en difficulté par rapport à l'implantation dans ces pays. Un dernier mot pour ne pas allonger mon propos, pour dire que quand on fait le tour finalement des différents outils, je dirais très simplement, alors c'est pas de la provocation, mais finalement on est assez bien pourvu en France. Bon, ce qui manque c'est quoi? C'est un peu le lien entre tout ça. Business France, Atout France, Sopexa, la DEPTA, enfin, on a quand même beaucoup d'organismes finalement qui se préoccupent de ces questions. Les chambres de commerce, enfin, on se dit, mais finalement, on a quand même, on a les moyens. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, ce qui nous manque, c'est peut-être de bien réaffirmer la stratégie. Moi, je dois vous dire, alors là, c'est à la fois l'agriculteur et peut-être le président d'un groupe agroalimentaire qui s'exprime, mais on a besoin d'entendre aussi que faire de l'export de produits agricoles et agroalimentaires depuis la France, c'est pas une maladie honteuse. Parfois, on l'entend. Hein, je vous le dis très simplement, mais on l'entend aussi. C'est pas une maladie honteuse. Simplement, il faut y associer toujours cette double dimension parce que c'est une caractéristique dans notre pays. Il faut être bon à l'international parce qu'on a notre place à y jouer. Et à la fois, d'ailleurs, j'allais dire presque solidairement par rapport à des pays du Sud qui ont des besoins importants. Il faut être bon sur l'investissement, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que nous ayons aussi des préoccupations plus endogènes, plus internes, pour répondre à une demande française qui, elle, est peut-être plus ciblée sur des produits de terroir, sur des produits de proximité. C'est pas l'un ou l'autre, c'est ou l'une ou l'autre de ces stratégies. Ce sont les deux qu'il faut pouvoir piloter. Et je pense que là-dessus, la réaffirmation, ne serait-ce que politique, de la place que la France peut jouer sur l'échiquier international en matière d'export, me paraît être aussi un signal important à assumer et à revendiquer. Je crois qu'il faut savoir le faire avec, bien sûr, les outils sont importants, mais aussi avec peut-être le discours qui va avec. Merci. Merci. Merci Xavier Belin. Je crois que finalement, vous avez l'un et l'autre, nos deux premiers intervenants, ont beaucoup insisté sur, évidemment, d'une part, le lien à mettre entre les différents acteurs. Vous avez insisté là-dessus, Monsieur Mantelli, particulièrement net dans le secteur du tourisme. Vous auriez pu ajouter que ce serait très bien qu'on améliore la sécurité des touristes chez nous. Moi, j'ai beaucoup de touristes chinois dans mon département d'élection, en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a une communauté chinoise extrêmement importante. On a la grande communauté chinoise qui exporte un peu partout. Alors évidemment, et puis nous avons des sièges sociaux de grandes entreprises, en particulier Hermès. Alors quand nous avons des touristes chinoises qui viennent au siège d'Hermès à Pantin, et où des petites bandes ont bien repéré qu'il y avait des touristes avec des sacs extrêmement chers, évidemment, ça pose un problème, en dehors de la Tour Eiffel, etc. Bon, donc le lien entre les différents acteurs publics et privés. Vous avez insisté... Vous avez insisté, Xavier Belin, sur la nécessité d'être bon à la fois en interne et en externe. Ça, je crois que ça va interpeller notre troisième intervenant, parce qu'on est tellement bon en interne, en France, sur les questions de santé, à la fois en termes d'industrie pharmaceutique et surtout de performance de notre système de santé, que c'est vrai qu'on se demande pourquoi on ne fait pas mieux à l'exportation. Et puis, par ailleurs, je pense que Xavier Belin a eu raison d'insister sur la nécessité des investissements. Voilà. On pense trop exclusivement en France commerce et pas suffisamment investissements, qui sont un point d'appui évidemment très important. Alors, sur ces trois éléments et peut-être sur d'autres aussi, Monsieur Sourdi, vous voulez nous dire comment vous raisonnez dans le secteur de la santé ? Écoutez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci de me donner l'opportunité peut-être d'éclairer un tout petit peu le cas particulier du domaine de la santé. C'est un secteur qui a ses particularités, et en particulier à l'export. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que
la santé est un domaine complètement régenté par la puissance publique, et ce, dans tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas 2 pays dans le monde qui la régentent de la même façon. Donc chaque cas est particulier, et finalement la bonne échelle pour adresser la problématique de l'export, quand on rentre vraiment sur des sujets concrets, c'est le pays, c'est l'État, c'est la puissance normative qui en fait détermine essentiellement ce qui va se passer dans l'export. Alors vous avez raison aussi de souligner que il y a un besoin très important qui émerge dans le monde. En fait, cette évolution, cette émergence de classe moyenne dans des grands pays qui ont longtemps eu une sorte de médecine à 2 vitesses avec quelques établissements d'exception dans la capitale et puis une médecine de très très bas niveau dans le reste du pays. Cette évolution, on la voit arriver, on l'a vu arriver en Chine, on l'a vu arriver en Amérique latine. C'est en train de se produire dans d'autres grandes régions du monde. Et ça suppose de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour prendre le contrôle de la santé pour ces États, parce que c'est un poste de dépense colossal. Il faut savoir que ça représente 12% du PIB, 19% aux États-Unis, c'est quelque chose qui est considérable. Et si c'est pas maîtrisé, si c'est pas contrôlé, c'est quelque chose qui peut littéralement exploser. Alors, ce que nous avons finalement constaté, et pourquoi finalement cette mission que j'ai accepté de faire depuis 2013 avec au départ Madame Brick, c'est qu'il y a une réelle opportunité pour la France à l'export. Nous avons, lorsqu'on fait le test de façen très concrète, on va voir les étrangers dans les différents pays, on leur dit qu'est-ce que vous nous reconnaissez à nous Français, voilà, en quoi sommes-nous pertinents, qu'est-ce qui vous intéresse chez nous. Alors ils nous disent d'abord, vous avez un système de santé qui a su donner accès à une médecine de qualité à la masse. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement intéressant. On aimerait savoir comment vous y prenez, comment vous faites, comment on pourrait faire, tout en gardant quelque chose de relativement simple. La deuxième chose, c'est que vous avez quelques très grands acteurs mondiaux, visibles, donc Sanofi, Air Liquide, enfin des très grands acteurs, ils sont suffisamment grands pour qu'on les voit partout dans le monde. Et puis la troisième chose, c'est que vous avez des marques, des grands établissements, Institut Pasteur, Institut Gustave Roussy, la PHP, Hospice de Lyon. Enfin bon, il y a des marques visibles et des établissements qui sont mondialement connus. Et enfin, il y a des grandes premières mondiales. On nous parle ouvertement du professeur Ménacher, du professeur José Lassaël, des gens qui créent finalement l'actualité et l'innovation dans ce qu'elle a de plus disruptive dans le domaine de la santé. Puis après, plus rien. Tous les autres acteurs, parce qu'ils sont plus petits, parce qu'ils sont moins internationalisés, sont plus visibles. Et parce qu'ils sont en général pas présents déjà dans les pays, en tout cas pas de façon visible pour les acteurs. Donc on a aujourd'hui un dispositif qui a ces énormes atouts, mais qui finalement s'exporte très peu. Et historiquement, notre système de santé, notre appareil de santé ne s'est pratiquement pas exporté. Contrairement à ce qu'ont fait les systèmes de santé de nos concurrents et néanmoins camarades de jeu, allemands, anglais, britanniques, canadiens, etc. J'ajoute que dans l'exercice de la mission, on voit ce que font les concurrents, et c'est très intéressant de nous comparer avec les concurrents. Le premier vendeur du système de santé canadien, c'est le ministre de la Santé canadien, en personne, qui organise ses voyages, qui organise son agenda pour promouvoir sa filière, pour promouvoir son industrie et pour pouvoir promouvoir ses propres opérateurs de soins et de santé. Donc nous avons, au contraire, eu un système de santé qui a été tourné vers les questions domestiques, historiquement, et notre filière santé a été plutôt face à la puissance publique qu'à côté et avec elle, sur des questions d'accès au marché en France. Et donc les discussions entre notre filière de santé industrielle et autres et la puissance publique, c'est la filière entre le vendeur et l'acheteur. C'est une discussion de cette nature. Et on n'a pas réussi historiquement, en tout cas on n'a pas cherché historiquement à les mettre ensemble pour ensemble aller chercher des parts de marché à l'international. Alors, d'une façon un petit peu synthétique, je vais peut-être résumer comment on a organisé l'émission parce que ça éclaire les différents aspects qu'on a pu identifier. La première chose que l'on fait, c'est de créer des têtes de pont dans un certain nombre de pays. Alors, au début, la mission était très large, c'était 49 à 50 pays. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur une petite vingtaine pour démarrer. Et ça prend la forme de club santé où on rassemble les opérateurs industriels, mais aussi les gens de l'assurance maladie, mais aussi les gens du médicament, mais aussi les gens de la e-santé, de la M-santé, donc la santé mobile, électronique. Et on les rassemble pour qu'ensemble, ils adressent finalement un marché, un territoire,
avec deux fonctions essentielles. Une fonction d'entraide, comme tout club d'entreprise, où on s'informe mutuellement sur l'état de telle ou telle opportunité, de tel ou tel distributeur, dans les grands États de telle ou telle région ou province fédérée. Et puis une dimension plus stratégique, et qui vise, à un horizon de 12 à 18 mois, d'identifier des programmes intégrés qui pourraient être proposés dans le pays, et ce, pour dépasser des opportunités qui sont souvent très très ponctuelles. Je vous donnerai un exemple très concret. Nous avons un grand acteur du médicament qui est très bien positionné sur une problématique du diabète, qui vend de l'insuline. Mais le diabète, c'est pas que l'insuline. Donc il adresse une toute petite partie de l'opportunité, il l'adresse bien, mais c'est tout. Après, nous avons une grosse opportunité autour avec le diagnostic, l'éducation des patients, la formation des médecins, le monitoring, le suivi des complications, la cécité. C'est très 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 large. Et là-dedans, l'insuline, effectivement, c'est un produit absolument clé, parce que ça ouvre la porte. Simplement, on ne l'a pas fait. On vend de l'insuline et on s'arrête là. Donc il y a beaucoup de choses à faire comme ça de façon intégrée, et ces clubs santé visent à identifier ce type d'opportunités, qu'elles soient médicales, qu'elles soient dans l'infrastructure ou autre. Ce premier axe-là a conduit à créer des clubs santé à Shanghai, à Moscou, à Sao Paulo, à Alger, à Milan, et bientôt à Istanbul également pour la Turquie, et d'autres, environ 7, sont dans les tuyaux sur d'autres régions du monde. Le deuxième axe vise à créer des précédents. Alors vous parliez du chasser en meute, c'est un petit peu ça, mais c'est plutôt des précédents où on va faire travailler ensemble les gens et on va faire levier de ce que l'étranger nous reconnaît. Donc au lieu d'aller se battre sur des appels d'offres pour construire un hôpital où on va juste se battre sur le prix du béton et peut-être un petit peu d'ingénierie, on va complètement renverser la vapeur et parler au pays de mettre en place un système dans lequel on va pouvoir apporter un consortium marié entre, par exemple, l'assistance publique et une société, on l'a fait en Algérie avec Bouygues, et ensemble créer une équipe de France qui va aller chercher ce chiffre d'affaires et qui va aller chercher cette opportunité-là en entraînant derrière elle toute la filière. L'enjeu derrière, c'est de faire valoir ce que l'étranger nous reconnaît, donc de mettre devant finalement les grandes réussites que nous avons, notre système de santé, nos grands acteurs de l'académie clinique qui sont mondialement reconnus, qui ont parfois même formé les élites médicales de ces différents pays et qui sont capables quelque part d'ouvrir des portes et de parvenir à créer finalement cette relation qui va dépasser la seule concurrence sur les prix ou la seule concurrence sur des éléments qui sont de très court terme. Pour ça, on est obligé d'adresser 3 valences. La première, c'est de l'institutionnel. Donc parler aux États justement de la prise de contrôle de leur système de santé. Donc c'est mise en place de cartes vitales, mise en place de systèmes, même d'agences de médicaments qui n'existent pas dans un certain nombre d'États, de l'assurance maladie. Certains États cherchent à avoir un opérateur pour mettre en place et gérer leur système d'assurance maladie. Les SAMU, les systèmes de ce type-là. Donc on est pratiquement dans le régalien à ce niveau-là. En tout cas, on est dans quelque chose qui est relativement systémique. Le deuxième axe, c'est un besoin médical. Donc j'ai mentionné le diabète, mais il y a des tas d'États ou de pays où le besoin il est immédiat, sur des centres anticancéreux, sur des centres médicaux. Il faut comprendre que la transition que ces pays émergents vivent fait que, alors que la majorité des pathologies il y a 15 ans c'était de l'infectieux, c'était du sanitaire, là on passe à des maladies entre guillemets de pays développés, donc le diabète, les maladies neurodégénératives, le cancer. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le fond de l'Amazonie, on meurt plus de cancer que de toutes les maladies infectieuses qui sont pourtant très nombreuses dans ces États, dans ces endroits-là. Donc aujourd'hui, cette valence médicale-là, elle est de plus en plus développée et il y a beaucoup d'opportunités autour de celle-là, en particulier pour nos opérateurs, nos grands opérateurs français, si tant est qu'ils veuillent bien s'exporter. Donc c'est là, je reviendrai sur ce point-là parce que c'est très important. Puis il y a une troisième valence qui n'est pas systématique mais qui existe dans un certain nombre d'États, qui est une valence industrielle. Un certain nombre de pays veulent produire chez eux pour leur propre marché, voire pour le marché régional. Donc il y a des enjeux différents. En Russie, le plan Pharma 2020, c'est produire 97% des médicaments stratégiques en Russie pour la Russie. Donc c'est ne pas dépendre de l'étranger, c'est vraiment ça l'enjeu. Au Brésil, c'est plutôt les médicaments les plus coûteux, les choses qui sont vraiment de nature à secouer un peu le système financier. Donc ça, c'est à produire sur place. L'Algérie, c'est un autre enjeu, c'est produire en Algérie pour adresser le marché de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc chaque État qui a cette stratégie-là peut l'avoir pour différentes raisons. Donc c'est ces 3 valences, institutionnelles, médicales et industrielles, qui sont à l'œuvre. Et aujourd'hui, on a 12 à 15 projets dans les tuyaux sur l'Algérie, sur les régions du pays du Golfe, au Koweït avec un centre anticancéreux, au Kazakhstan, et en Amérique du Sud, et bientôt aussi dans l'ANSEAN. Donc ça vise essentiellement à faire des précédents où les gens vont aller ensemble,
travailler ensemble, ce qui est relativement nouveau. Ces gens n'allaient pas ensemble chercher ce chiffre d'affaires, articuler finalement des partenariats qui vont survivre d'ailleurs à ces premières opportunités, parce que les gens vont transpirer ensemble, réussir ensemble, parfois échouer ensemble. Si on n'échoue pas, c'est qu'on ne prend pas assez de risques, hein, c'est quand même très clair. Et le propos, c'est finalement, avec les acteurs tels qu'ils sont aujourd'hui, avec la France telle qu'elle est aujourd'hui, les contraintes telles qu'elles sont aujourd'hui, trouver une modalité à la française, entre guillemets, pour y arriver quand même, et arriver à faire levier de nos atouts et parvenir à augmenter notre participation aux opportunités internationales. Le troisième axe de la mission, lui, vise à compléter notre chaîne à l'export. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, historiquement pas beaucoup cherché à exporter notre appareil de santé. C'est une belle endormie, la France, hein, de ce point de vue-là. Je pourrais citer deux de nos concurrents. Un concurrent britannique qui disait le système de santé français, c'est le meilleur, c'est le best kept secret, donc c'est le meilleur secret gardé dans le domaine. Et puis un fonctionnaire canadien qui dit le jour où vous sortirez de vos frontières, vous allez vraiment nous faire du mal. Donc nos concurrents savent que nous avons un atout, mais qu'on ne l'utilise pas du tout. Et on a en particulier quelques chaînes manquantes dans l'export qui sont des vrais problèmes. Nous n'avons pas de grand acteur de l'accréditation ou plutôt de la certification d'hôpitaux à l'export. Or, la certification, c'est la norme et c'est quelque part un prescripteur. Nous n'avons pas de grands gestionnaires délégués d'hôpitaux internationaux parce qu'il n'y a pas de marché intérieur. Il ne s'est jamais vraiment développé. Aujourd'hui, les plus grands en Europe sont autrichiens parce que voilà, c'est quelque chose qui se passe chez eux, qui se passe aussi en Allemagne. Vamed, pour le citer, hein, qui gère aussi la Charité de Berlin et d'autres établissements. Nous avons aussi besoin d'un grand assemblier, parce qu'aujourd'hui on n'en a plus, et aujourd'hui on ne remplit plus un hôpital. Hein. La France produit beaucoup de choses, mais pas de quoi remplir un hôpital. Le gros équipement qui est un peu la tête de pont et qui permet de décrocher les marchés, c'est-à-dire la grosse imagerie, la radiologie, c'est fini, ça a été vendu depuis longtemps. Donc on a besoin de recompléter un petit peu ces quelques maillons de la chaîne à l'export. Un des acteurs de la santé me donnait cette image et me disait c'est comme si nous étions une industrie de satellites mais que nous n'avions pas de lanceurs. Donc on n'a pas d'accès au marché. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut arriver à faire ça, à l'instar de ce que font les Britanniques, qui n'ont pourtant pas un système de santé qui fait toujours rêver, à l'instar de ce que font très bien les Allemands, les Italiens, avec d'autres méthodes à chaque fois. Et donc de viser à ça. Alors il y a des actions qui ont été prises dans ce sens-là, mais globalement la principale, elle consiste sérieusement à doter nos opérateurs de santé d'un véritable appareil commercial. Et s'il y avait une seule chose à faire, c'est bien celle-là. C'est faire en sorte que des établissements prestigieux, qui sont des vraies marques, qui sont des véritables, entre guillemets, des atouts, puissent avoir le droit, parce qu'ils n'en ont pas le droit aujourd'hui, hein, en tant qu'établissement public, de créer une filiale, une franchise, de se développer à l'étranger, comme le fait la Mayo Clinic, comme le fait la Cleveland Clinic, comme le fait le Imperial College, comme le font les Allemands aussi, comme le font les Italiens maintenant aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que nos acteurs, il n'y a pas de raison que notre médecine, qui a quand même quelque chose à dire au monde, dans la façon dont on aborde le patient, dans la façon dont on traite les choses, où on ne passe pas juste 2 minutes 32 devant un patient, c'est un peu plus que ça. Donc il y a une vraie approche, une vraie philosophie derrière. Il n'y a pas de raison que cette médecine-là ne s'exporte pas. Et aujourd'hui, il y a des mesures qui relèvent pour part du législatif à mettre en place, donc changer la donne et autoriser nos établissements publics à avoir des dispositifs commerciaux pour aller s'exporter. Et puis il faudra par ailleurs mobiliser l'épargne plus large publique, l'investissement c'est important, pour capitaliser ces structures commerciales, qu'elles puissent investir à l'étranger, qu'elles puissent elles-mêmes prendre part. Encore une fois, la santé c'est très régenté, il est rare qu'on vous laisse avoir 100% d'une opération de santé ou d'un hôpital ou quoi que ce soit à l'étranger. Il y a toujours une part locale, donc il y a toujours une dimension capitalistique qui est importante. Donc ça fait partie des éléments, je crois, essentiels pour la partie export. Et pour la partie attractivité, vous m'avez posé quand même la question de savoir pourquoi la balance commerciale était ce qu'elle était. Donc il y a aussi une dimension import, à l'instar de ce qui est dans l'agro. On produit beaucoup moins en France. Et en amont et en aval, on a des soucis. Au niveau de l'innovation, aujourd'hui, on se rend compte que les sociétés qui apportent cette innovation dans le domaine de la santé, ce sont plutôt les sociétés de biotechnologie pour le médicament et le dispositif médical. Aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à se financer quand elles réussissent en France. On arrive à créer des entreprises, on arrive à les faire grandir un petit peu, et puis celles qui réussissent vraiment, celles qui doivent financer des études de clinique aval, de phase 3, etc., doivent lever des grands volumes de capitaux, ils n'arrivent pas à le faire en France. Et donc, inexorablement, les unes après les autres, on a vu toutes les biotech françaises de haut niveau partir se faire coter au Nasdaq, les unes après les autres sur les 14 derniers mois, sans exception, toutes. Et alors il y a de l'opportunité, on peut dire qu'il y a des liquidités là-bas. En fait, le véritable enjeu, c'est que là-bas, il y a les gens.
et les investisseurs qui comprennent ce que les biotech font. Il y a des gens, des vrais interlocuteurs. Et paradoxalement, c'est à travers le Nasdaq qu'on a enfin accès à l'épargne publique française, c'est-à-dire l'assurance vie, des choses comme ça. Donc je peux en témoigner, puisque je sais que maintenant, dans mon capital, j'ai l'assurance vie française, ce qui était impossible d'enlever de l'argent en France, mais en le levant au Nasdaq, je suis arrivé à le faire. Pourquoi ? Parce que les grands acteurs, les grands dépositaires de cette épargne du plus large public ont trouvé des interlocuteurs aux États-Unis, souvent des Français d'ailleurs, qui savent parler à des généralistes et qui savent investir dans le risque et qui savent faire de la rentabilité. Donc ça, c'est pour la partie amont, c'est très important, l'accès à l'épargne du plus large public pour le risque, pour l'innovation, pour le futur, hein, parce qu'on a besoin d'investir dans l'avenir. Et en aval, on produit beaucoup moins en France de médicaments, donc il y a des effets conjoncturels que vous indiquiez, Madame la Présidente, mais il y a aussi des effets structurels. Et je crois qu'il faut reconnaître aujourd'hui que sur les médicaments de demain, donc je pense peut-être aux thérapies cellulaires, aux thérapies pour lesquelles la partie n'est pas jouée, il faut faire l'effort d'investir en France et il faut se doter d'un appareil industriel autour de ça qui soit attractif et qui puisse avancer. Ce qui fait, mettons, 50% de la décision d'un industriel de s'implanter pour produire, je parle bien de produire, en France, ce sera de savoir si le marché français sera important ou pas. Et pourquoi est-ce que certains établissements bougent leurs usines pour aller vers d'autres pays ? Parce que c'est là que se trouvent des marchés importants et que ça fait partie de la discussion avec les États. C'est d'ailleurs ce que nous demandent réciproquement les États du Golfe, les États d'Asie centrale. Ils nous disent, vous voulez accéder à notre marché ? Il va falloir produire un petit peu sur place aussi. Donc c'est ça le jeu. Et aujourd'hui en France, ça recule parce que l'accès au marché français est plus dur, parce qu'on est un marché qui se contracte pour nos propres acteurs, et on les voit commencer à installer des usines extérieures. Donc ça, c'est pas complètement indépendant, il faut être lucide là-dessus. Il y a peut-être là un travail aussi important à faire au niveau de l'attractivité. Donc voilà en quelques mots, Madame la Présidente, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire sur la santé. À l'export, on peut le faire en l'état, mais il y a des vrais changements à apporter au niveau législatif, au niveau réglementaire et au niveau des flux financiers pour qu'on puisse capitaliser, se doter vraiment d'un appareil commercial. Et au niveau de l'attractivité, eh bien, on peut ancrer dans notre territoire et ne pas perdre à chaque fois nos industriels si on leur donne les moyens de réussir en France. C'est pas simplement d'être obligé de s'exporter quand ils réussissent. Voilà. Alors, je vais demander aux intervenants de mettre leur mobile en mode avion. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça a l'air de marcher, donc c'est bien. Merci beaucoup. Je crois que nous avons, avec notre système de santé, une mine hein, que nous n'exploitons pas. C'est quand même sidérant de voir que le monde entier vient se faire soigner chez nous, parce que nous avons des hôpitaux, publics ou privés, des personnels, des médecins, des infirmières, qu'il y a évidemment une demande en très forte croissance dans l'ensemble des pays, hein, et que, voilà, donc vous nous avez bien montré ce qu'il allait falloir faire. Nous, les élus, nous avons bien enregistré qu'il y avait aussi certaines mesures législatives à prendre. C'est vrai que nos hôpitaux sont entravés, hein, dans leurs possibilités d'expansion. Ils sont éparpillés, beaucoup prennent des initiatives, des grands professeurs font des actions à l'étranger, mais malheureusement, tout ceci n'est pas suffisamment coordonné. Et quand ça l'est, voyons le succès de l'Institut Pasteur en Chine, hein, par exemple, hein, depuis longtemps. Je crois qu'on arrive à des choses, très évidemment, c'est une référence. Alors, je vais passer la parole. Monsieur le sénateur, vous vouliez intervenir ? Oui. Oui, on regrette qu'il n'y ait pas plus d'exportation au départ de la France. Mais quand on regarde Sanofi, par exemple, vous avez parlé de l'Autriche, mais de la Hongrie aussi. Et à travers la Hongrie, Sanofi exporte dans pas mal de pays. Et puis, autant que je sache, Sanofi États-Unis a un chiffre d'affaires plus élevé que Sanofi France. Donc, ça fonctionne à l'envers, mais ça fonctionne quand même. Je pense qu'il faut être lucide là-dessus. Les acquisitions, ces grandes entreprises, enfin, je pense qu'il y a Sanofi qui est une vraie mais multinationale et qui n'est
française, mais qui n'est pas que française. Enfin, donc, il faut se souvenir que quand même le PDG de Sanofi rapporte tous les trimestres à des analyses financières, et ça ne se passe pas en France, ça se passe à New York, ça se passe à Boston. Voilà. Et quand il a fallu acquérir Genzyme, il a passé 1 mois à essayer de convaincre les actionnaires là-bas que c'était une bonne opération. Et d'où la très forte présence bostonienne de Sanofi aujourd'hui sur les biologiques. Et là-dessus, il faut savoir aussi que les médicaments que Sanofi a dans le pipeline, aucun ne viennent des centres de recherche français aujourd'hui. Tout a été acquis, soit à travers Regeneron, soit à travers d'autres acteurs. Donc il y a une sorte de tarissement. Et il y a un vrai sujet pour Sanofi, en interne, je suppose, on peut comprendre. Savoir où ils auront accès à l'innovation de rupture par rapport à leurs grands concurrents, qui ne leur font évidemment aucun cadeau, etc. Il y a un domaine où c'est un peu moins vrai, parce que c'est une question de capacité de production, de robustesse et de réputation, c'est le vaccin. Donc sur le vaccin, on est très fort parce que c'est une position établie, c'est un quasi-oligopole de quelques acteurs, et c'est très très difficile pour un nouvel entrant d'arriver sur ce domaine-là. On a une position très forte parce qu'établie. Mais sur les autres secteurs, la concurrence est féroce, et on est à la merci de un Plavix qui marche pas, ou ça peut aller très vite. Juste sur un point sur ce que vous avez indiqué, qui était l'aspect législatif, on peut noter que dans la loi de modernisation